notre Alfa Romeo Montréal Oui. qui est revenu, qui donc nous pose quelques petits soucis, qui ne fonctionnaient pas, qui étaient en panne. Donc, diagnostic du client, il l'a ramené sur plateau. Le véhicule tourne comme une patate, comme on dit. Et puis, une consommation d'huile exagérée, pourtant pas de fumée à l'échappement. Donc, il nous la ramène, sachant qu'on a refait entièrement le moteur. Donc, de ne pas générer des pannes plus graves. Je précise, donc, il nous l'a ramené pour contrôle. Je précise, pas de fuite d'huile. Hein. Elle ne disparaît Non, pas par terre, l'huile. Voilà. Le moteur est toujours nickel. Ouais. Donc ça, c'est des choses qu'on n'aime pas trop. Il faut pouvoir établir un diagnostic précis sur ces deux pannes précisées par le client. Ouais. Donc effectivement, nous on a remis en route la voiture, c'est pas ça. Elle tournait malgré tout, mais c'était vraiment... Ouais, on sentait qu'elle cherchait la route. Ouais. Et puis ensuite, le problème de consommation. Donc ça, on n'a pas fait. Donc déjà, la première chose qui était à diagnostiquer, c'était la remise en route du véhicule pour retrouver tous ces cylindres. Donc explique-nous, un petit peu tout ce que tu as fait comme diagnostic. Alors diagnostic, on a pris les basiques, à savoir, est-ce qu'on a de l'allumage? Est-ce qu'on a des compressions? Est-ce qu'on a de l'essence? Si on a les trois paramètres, le moteur, en principe, il doit tourner. Donc l'essence, tu as contrôlé direct? Oui, on est bon. L'allumage? L'allumage. De suspicion sur l'allumage. Alors l'allumage... En plus, allumage ici, spécifique, double bobine. Oui, alors, double bobine. On a une tête d'allumage à double étage. Ouais. On a un premier doigt d'allumage qui va nous gérer 4 cylindres. 1, 2, 3, 4. Et la tête suivante qui va nous gérer les 4 cylindres suivants. Je rappelle qu'on est sur un V8. Ouais, V8. On a une double rangée. Voilà. Et on n'a pas le même ordre et le même protocole d'allumage que sur un V8 américain. C'est un peu différent. Donc le moteur tournait, mais on sentait que ça allait pas bien. Et quand on a vérifié si on avait de l'allumage sur chacune des bougies, ça s'avérait qu'on avait 4 bougies sans allumage. Comme on a 2 bobines séparées, premier réflexe, peut-être un raccourci, je ne sais pas. Je suis allé vérifier l'allumage sur les 2 bobines. Effectivement, en sortie d'une des 2 bobines. Bon, déjà, sur les 4 bougies où il n'y avait pas d'allumage, tu as noté les numéros du cylindre correspondant. Voilà. D'accord. Et quand tu as fait la grille du loto, tu t'es rendu compte que le regagnant, c'était... La bobine numéro... Alors, c'est pas un numéro, elles ont des lettres. C'est la A et la B. Oui. Donc, c'était la bobine A. Bobine A. Pas d'allumage en sortie de bobine. Donc, en remontant... On a regardé l'excitation de la bobine. Bon, déjà, d'un côté, on avait une masse France. J'ai vérifié sur un moins la voiture, on avait bien une masse. De l'autre côté, pas de signal de déclenchement de la bobine. On est d'accord que le premier réflexe, c'est de dire « Ah, problème de bobine ». On a trouvé le problème, on change la bobine. Parce que c'est commun. Oui, mais en fait, non. En poussant le diagnostic un peu plus loin, on n'a pas changé la bobine, mais on s'est rendu compte que c'était plutôt un problème d'alimentation. Voilà. Reprends, pardon. Oui, donc... C'est important de le préciser. Donc premier réflexe, on a la chance d'avoir 2 bobines. Donc plutôt que d'aller chercher des appareils compliqués, j'ai fait une simple permutation des 2 bobines pour savoir si le problème suivait la bobine ou suivait l'alimentation de la bobine. En l'occurrence, ça suivait l'alimentation de la bobine. Donc la bobine, elle n'avait rien. Pas de mise en cause de la bobine. C'est son excitation qui est pas bonne. Quand on remonte un peu plus haut que les bobines, l'excitation des bobines est donnée par 2 boîtiers de gestion électronique. Alors on n'est pas sur un boîtier informatisé avec une cartographie, on est sur du très très simple pour gérer une toute petite avance en fait. Pareil, on a la chance d'en avoir 2, un pour chaque bobine. Permutation, pareil, le problème ne suit pas la permutation. Donc je suis remonté encore un peu plus avant, l'alimentation des boîtiers. Et sur un des 2 boîtiers, effectivement, je m'aperçois que j'ai pas d'alimentation de 12 volts permanent qui arrive quand on met le contact, ce qui doit être le cas, parce que c'était le cas sur le deuxième boîtier électronique. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre ce 12 volts qui disparaît parce qu'on est sur un faisceau électrique qui mécaniquement n'est pas sollicité, il est fixe, donc il n'y a pas de raison qu'un fil se soit coupé en cours de chemin. Le client a fait 800 km, il était parfaitement content et du jour au lendemain, plus rien. Puis j'ai réfléchi à ce que nous avait dit le client. Le client nous dit... Bon, mais ça, tu arrives un peu vite. Parce que tu as contrôlé ton faisceau d'allumage avant, ensuite tu as contrôlé tes câblages électriques. Donc au testeur pour voir si le courant passait bien ou pas, tu as mis peut-être en doute les cosses de raccordement des boîtiers, enfin on a mis pas mal de choses en doute comme ça, avant d'arriver à une cause toute bête. Mais là, mine de rien, on a perdu 1h30 de diagnostic pour pas grand-chose, on va le comprendre tout de suite pourquoi. Et effectivement, en croisant mes informations, le client est arrivé en disant « j'ai eu un souci avec le lave-glace et l'essuie-glace, du coup, pour pas être embêtant en roulant, j'ai enlevé le fusible ».
Par acquis de conscience, je vais dans la boîte à fusible, je remets le fusible. Hop, Voilà, on retrouve récupérer l'allumage sur la 8 cylindres. Donc merci Alfa Romeo d'avoir câblé l'allumage, une partie de l'allumage du moteur sur le faisceau des essuie-glaces et du lave-glace. Je ne sais pas si c'était judicieux, mais voilà. Donc ça, c'est le facteur stress du mécanicien, une voiture qui revient après une grosse réflexion. Ouais. Donc forcément, on va avoir un diagnostic précis, on va suivre l'araignée des pattes jusqu'au corps, entre guillemets, pour trouver la source de la panne. Ouais. Et en fait, c'était tout codement un fusible. Voilà. Mais comme quoi, tu vois, nous tout de suite, on va mettre en question ce qu'on a fait et non pas ce que le client a fait de débrancher un fusible, quoi. Alors ça peut être un réflexe de foncer dans la boîte à fusible quand il y a un souci. Le problème c'est que quand on tombe, alors là le fusible a été enlevé volontairement par le client, mais quand on tombe sur un fusible qui est grillé entre guillemets, qui a subi une surintensité, qui a fait son boulot, qui s'est coupé, le problème c'est que bien souvent c'est pas le coupable, c'est pas un fusible coupé qui est la cause de la panne, c'est généralement la victime de la panne, c'est parce qu'il y a une surintensité et c'est bien ça qu'il faut rechercher. Donc remettre des fusibles en permanence c'est pas la solution et il faut trouver la panne ou le court-circuit. Voilà. Donc allumage, pas de panne, Pas de panne. tout va bien. Donc il a fallu pousser plus loin le diagnostic moteur. Il restait que les compressions à contrôler. Consommation d'huile, dit par le client. Donc du coup, premier réflexe, c'est de... Non, on n'a pas commencé par les compressions. On a commencé... Le réseau d'air. Réseau d'air, oui. Alors pourquoi le réseau d'air? Alors pourquoi le réseau d'air? Parce que quand on consomme de l'huile dans un moteur, le passage entre le moteur qui est le contenant de l'huile, le carter, et puis tout le circuit de refroidissement, parce qu'on est un peu compliqué ici, on est sur un carter sec avec une bâche à huile, une pompe, 2 pompes à huile même d'ailleurs, et un radiateur d'huile. On peut passer soit par les internes du moteur, où la communication se fait directement entre le carter d'huile et la chambre de combustion, par un problème de segmentation ou soupape, il peut y avoir 1000 raisons. Mais on peut également prendre l'huile du moteur par la récupération de ce qu'on appelle les vapeurs d'huile qui se trouvent dans les caches culbuteurs. Parce qu'on a toujours de l'huile qui se forme en température, enfin la vapeur d'huile qui se forme en température. Et ça, pour des raisons de propreté de l'environnement du moteur et pour des raisons de pollution, on le remet dans l'admission, c'est repris dans l'admission du moteur. Mais il peut arriver qu'en cas de surpression ou de mauvais fonctionnement du moteur, on vienne ravaler l'huile sous forme liquide directement dans l'admission. Ce qui aurait pu expliquer la consommation d'huile excessive. Donc effectivement, on a enlevé le cache du collecteur de l'admission. On était entièrement sec, pas de traces, pas de dépôt d'huile gras, rien. On était vraiment bien. Donc déjà, un problème éliminé. On est d'accord également qu'elle ne fume pas forcément beaucoup en statique, Non. mais on a beaucoup d'encrassement d'échappement, énormément. C'est l'huile qui se carbonise après avec la température. Donc on a un dépôt dans la tubulure qui est assez épais, qu'on peut gratter, donc ça c'est pas très bon. Non. Donc évidemment on va attaquer le diagnostic par la prise des compressions. On commence par démonter les bougies dans l'ordre. Alors déjà on examine les bougies. Oui, parce ça que donne là beaucoup d'indications. elle nous donne beaucoup d'indications, surtout 2 d'entre elles. C'était complètement carbonisé. Avec beaucoup de dépôts un dépôt d'huile brûlée dessus qui était au-delà du raisonnable. Oui. Donc là effectivement on sait qu'on a consommation d'huile. Après le comment c'est encore autre chose, mais au moins on sait qu'on a consommation d'huile. Donc on a pris les compressions. Du rang droite. Alors du rang droit, oui. En premier. Voilà, de la rangée droite. 8,5, 9, je ne les ai plus en tête. Voilà, entre 9 et... On était sur des valeurs tout à fait correctes. Moyenne de 9, quoi. Ouais. Et quand on a fait l'autre rangée. Premier cylindre, 8,5. Pas de souci, voilà, toujours la Deuxième banane, cylindre, E. Deuxième cylindre, tombe à 2. 2. Je me suis dit, bon, j'ai enlevé mon compressiomètre, hein, j'ai soufflé, j'ai nettoyé, je me suis dit, il y a peut-être un problème de lecture. Voilà, on l'a refait, on a fait une mesure contradictoire, 2. Bon. Le suivant, le 1. suivant, 1. Et 1, voilà. Voilà. Et 1 parce qu'on ne voulait pas mettre moins. Voilà. Et dernier 8e cylindre, on était bien à nouveau. Donc on a repris les compressions, et effectivement, à nouveau 2 et 1. Donc là, effectivement, on a inséré le problème. Ça peut être, à cet instant précis, ça peut être un problème de fermeture de soupape, c'est-à-dire où le cylindre n'est jamais vraiment étanche ni fermé, donc on n'a pas de compression, ou un problème d'étanchéité entre le piston et enfin, au niveau de la chambre, au niveau de la chemise qui est flottante d'ailleurs dans ces blocs-là. Donc un problème de segmentation, étanchéité au niveau du piston. On a mis le moteur en température, puisqu'il tournait quand même correctement, on avait retrouvé l'allumage. Et une fois qu'il était à température, on a repris les compressions sur les 2 cylindres incriminés, et là on a retrouvé une compression tout à fait normale. Parce que c'est explicable dans le sens où la segmentation
ça se dilate, ça prend sa place, ça fait son jeu et ça rattrape justement le jeu entre le piston et la chemise. Et du coup, compression normale. Donc ça, on a refait monter en température notre moteur en statique, on a récupéré 80-85 degrés, ventilateur du radiateur s'est déclenché. On a gardé également notre sortie de combustion à l'échappement. Tu as mis une petite bassine, permet de voir de ce que ça rejette. On avait un endroit qui crachait un tout petit peu de noir, mais est-ce que c'est du résidu d'échappement, de la condensation. Et le rang gauche très propre qui rejetait de la condensation seule. Ça, c'est sans charge à 1000 tours, enfin au ralenti. Et dès qu'on est monté dans les tours, là par contre, là, il se met quand même à fumer pas mal. On ne sait pas si c'est du résiduel d'échappement qui se consume ou si c'est le moteur. Mais enfin, il est clair qu'on a un problème de compression entre chaud et froid. On ne peut pas aller plus loin au niveau du diagnostic pour l'instant. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un relevé de consommation d'huile. Donc on va faire un essai routier, c'est Jérémy qui va s'en charger, il va rentrer avec. On va pouvoir mesurer précisément le nombre de kilomètres et le nombre de rajouts d'huile si on en a fait. Et on va pouvoir ensuite transmettre toutes ces informations-là au prestataire qui s'est chargé de l'usinage pour qu'il voit son propre diagnostic. Parce que là, même si à l'endoscope, on allait voir ce qui se passe dans les cylindres, on verrait peut-être quelque chose ou pas, mais en aucun cas ça donnerait une indication sur l'ajustement des jeux au niveau de la segmentation, on ne pourrait pas le voir. Bon, en tout cas, c'était un bon moment de stress, et pour le client et pour nous. Une panne sur deux résolue bêtement, l'autre encore à définir. Donc c'est une prestation qui n'est pas parfaitement concluante. On ne met pas forcément une cause de défaillance humaine ou autre, il y a différents facteurs possibles. Il y a X paramètres possibles. Mais ça fait partie du jeu, c'est pas drôle parce que remettre en place ce moteur-là, il est très encombrant dans son compartiment. Donc c'est beaucoup de travail, il est probable qu'on soit obligé de le ressortir ce moteur. Sauf si on trouve un diagnostic plus simple, plus léger. Mais en sachant qu'on ne peut pas déculasser facilement sur cette voiture-là. On ne peut pas déculasser une seule rangée, on est obligé d'ouvrir tout le moteur à cause de la distribution. Et vu l'accès, il faut tout virer. Donc Montréal, affaire à suivre. Oui, je pense qu'on en reparlera. Tabernac a dit Montréal. Bon, sur une petite glace, non? Montréal, ça me donne envie. Ah oui, un petit mister froid, ouais.